Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour. La semaine a été dominée par la grande interview de Manuel Valls, le Premier ministre, à l'Obs, où il affirme qu'il veut tout changer. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview ? Alors, déjà, je ne m'intéresse pas particulièrement aux histoires du Parti socialiste. Je pense que nous avons déjà assez à faire avec les Verts pour ne pas se mêler de la vie des partenaires. Donc, tout le débat interne au Parti socialiste, le changement de nom, etc. Bon, voilà, c'est un débat qui leur appartient. Après, sur la politique de la France, bon, moi je note, et je l'ai toujours considéré ainsi, la détermination, le volontarisme, une forme de courage, de sincérité du Premier ministre. Après, moi je ne suis évidemment pas d'accord sur tout, notamment sur la ligne économique et sociale qu'il veut incarner. Oui, pour aider les entreprises, oui, même pour aimer les entreprises, mais tout de même, ça ne peut pas être le seul horizon fini de la politique gouvernementale. Et je répète la même chose, rejoint d'ailleurs de plus en plus nombreux par des parlementaires écologistes, bien sûr, mais aussi socialistes, sur la question de la recherche de l'équilibre entre la politique économique de compétitivité, la politique sociale vis-à-vis des plus démunis, je pense à la protection sociale, je pense aux retraites, je pense au chômage, et le fait aussi de retrouver des marges de manœuvre d'investissement, en particulier vis-à-vis des collectivités locales, en plein débat sur la réforme territoriale. Et évidemment, pour nous, les écologistes, je finis là-dessus, mais c'est ma priorité, la question du financement de la transition énergétique, loi tout à fait bonne que nous avons votée avec le Ségolène Royal. Alors, monsieur le sénateur, on a bien compris que pour vous, monsieur Valls est courageux, c'est Oui. ce que vous nous avez dit. Mais enfin, en gros, qu'est-ce que vous lui reprochez de manquer de... c'est son côté social qui manque ? Moi, j'ai pas plus de reproches à faire sur Manuel Valls que je n'en faisais à Jean-Marc Ayrault. Ça va peut-être vous surprendre, mais j'essaye d'éviter de C'est considérer... pourtant pas la même chose. Oui, mais est-ce que, Madame Pujac, je me permets de vous le dire, beaucoup d'observateurs essayent d'analyser les uns et les autres par leur comportement, leur style de communication ou leurs ambitions, parfois bien légitimes. Mais justement, à propos de... Et effectivement, Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes perspectives, mais de vous à moi, devant les auditeurs de RCJ, c'est la même politique. Enfin, et qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce qui a été fait par rapport au traité européen, qu'est-ce qui a été fait sur le pacte de compétitivité qui avait été présenté fin 2012 par le président de la République pour le crédit d'impôt, la conférence de presse aujourd'hui de cette année du 14 janvier où le Premier ministre s'appelait toujours Jean-Marc Ayrault, parce qu'on a l'impression que c'était antédéluvien tout ça, mais c'est très récent, c'est la même politique. Mais Et Manuel moi, ce que je Valls, souhaite, il et je parle. me tourne plutôt vers le président de la République, François Hollande, j'ai eu l'occasion de lui dire plusieurs fois, je souhaite, comme beaucoup d'élus de la majorité, que nous retrouvions l'esprit de la campagne présidentielle, ce qui a fait le cœur, je pense, y compris de la réussite par rapport aux Françaises et aux Français, de l'adhésion qu'il y a eu au moment de la campagne présidentielle, c'est-à-dire la volonté d'unir et de rassembler le pays autour d'un projet simple qui équilibre, oui, les aides aux entreprises, mais on l'a déjà dit, plus ciblées, plus critérisées, notamment est-ce que ce sont des aides qui permettent la formation, est-ce que ce sont des aides qui permettent l'apprentissage, est-ce que ce sont des aides qui aident pour la recherche, l'innovation, la création d'emplois, l'investissement dans les entreprises, ou est-ce que ce sont uniquement des aides pour restaurer des marges de manœuvre budgétaires et financières dans les entreprises. Donc c'est un vrai débat. Après, quid des plus démunis d'entre nous ? Le débat, je le dis, on l'a vu quand même sur les allocations chômage, sur la protection sociale, la politique de la famille. Est-ce que c'était vraiment très intéressant de parler de tout ça dans cette rentrée bien difficile pour des millions de Françaises et de Français ? Valls, lui, ce qu'il demande, c'est une maison commune de tous les progressistes qui pourrait d'ailleurs vous intéresser. J'imagine que vous vous classez parmi les progressistes. Oui, je ne suis Valls, pas parmi les conservateurs, ça, bon, c'est clair. alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, la maison commune de tous les progressistes ? Quand vous entendez Valls qui dit ça, vous dites oui, tiens, on pourrait peut-être s'allier avec lui puis faire quelque chose. Je le dis, tout est conditionné par la politique gouvernementale et par son axe stratégique. Mais on est déjà, selon vous, Valls, il est déjà dans l'après-Hollande ?
Non, mais moi je veux pas être dans ce type de débat-là. Il est Premier ministre. D'ailleurs, je trouve, et ça me permet de le dire et de les saluer, et le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, et le premier secrétaire du Parti socialiste, qui ont dit que chacun se concentre sur son travail. Et le Premier ministre, lui, il a mené la politique du gouvernement. Il est le chef de la majorité. Il n'est pas le chef de l'aile libérale de la majorité ou le sous-chef de l'aile social-libérale. Il est le chef de la majorité. C'est ça, un Premier ministre. Eh bien, je le répète encore, et c'est vraiment mon message ce dimanche, nous souhaitons nombreuses et nombreux, et pas que les frondeurs, d'autres, de nombreux cadres des partis politiques, mais surtout les Françaises et les Français, une politique plus sociale, plus écologique, et également, et ça c'est un sujet, je suis sûr, qui intéressera Manuel Valls, plus réformatrice sur la question des institutions, et notamment sur la question de la démocratie parlementaire, et disons-le, de l'élection législative à la proportionnelle. Alors on va en parler. Voilà. On va en parler, que, mais vous savez, il y a aussi je ne fais pas non plus les questions, mais il y a le congrès des centristes qui se passe actuellement, et moi j'espère vraiment qu'après ce congrès des centristes, avec Jean-Christophe Lagarde ou Hervé Morin, ce n'est pas moi de me prononcer là-dessus, eh bien, il puisse y avoir une volonté commune, au-delà d'ailleurs de la maison commune, d'avoir une vision non pas sur des alliances politiciennes ou tactiques, mais une vision de la République qui, je pense, aujourd'hui est quand même menacée. Quand on voit aujourd'hui la distance qu'ont les Françaises et les Français par rapport aux responsables politiques et à la façon de faire de la politique, eh bien, je crois que, notamment avec les centristes... La République est menacée, vous rejoignez Benoît Hamon, là, alors oui, mais enfin... Qui a dit ça cette semaine. Hein. J'ai entendu ça, mais je ne pense pas que ce soit seulement le sujet de la politique gouvernementale qui me menacerait, mais j'ai l'impression que ce n'était pas tout à fait non plus le sens de son propos. Je crois aujourd'hui que le pays est en grande difficulté, que depuis... C'est pas seulement le début de ce quinquennat, c'est depuis une trentaine d'années, on n'est pas allé vraiment au cœur des problèmes dans la compétitivité mondiale, dans l'équilibre qu'on doit avoir avec, la politique sociale. Oui. Ça s'est précipité, je suis bien d'accord, mais en réalité, ça s'est précipité non pas depuis Hollande, ça s'est précipité depuis la grande crise économique de 2008. Et les mêmes ferments étaient déjà présents. Et je pense que nous ne mesurons pas assez, nous les responsables politiques, y compris d'ailleurs par rapport aux questions écologiques, la réalité de ce que ça veut dire pour l'Occident qui a longtemps dominé le monde, cette crise économique de 2008, la compétitivité par rapport aux Chinois, par rapport à l'Inde, par rapport à tous les pays émergents, et la nécessité que nous avons à nous refonder. Refonder, c'est économique et social et écologique, mais c'est aussi nos institutions qui sont adapté quand même à 1958. Je le rappelle régulièrement, celui, et j'ai de l'estime et du respect évidemment pour lui, le général de Gaulle, le père de nos institutions, était né en 1890. Il avait déjà 68 ans en 58. 58, c'est quand même l'éternité quand même. Hein. On va parler des institutions, rassurez-vous, et on va parler de la politique économique, mais enfin, je reviens à la majorité, à la question de Nadège tout à l'heure, parce qu'il y a quand même des sensibilités différentes dans cette majorité. Oui. Vous ne pouvez pas le nier. Il y a eu l'interview de Manuel Valls, mais il y a eu dimanche dernier l'interview de Martine Aubry. On sent quand même une forte polarité entre les deux camps. Oui. De qui vous vous sentez le plus proche ? Moi, je veux pas essayer je ne veux pas me mettre dans cette perspective-là, parce que je crois qu'en réalité, et ça c'est le rôle du président de la République, moi j'exhorte vraiment le président de la République à assumer ses responsabilités, c'est-à-dire de trouver l'équilibre au sein de la majorité. De plus en plus, nous avons la formation de gauche au sein des socialistes, et quelque part les écologistes nous représentons une troisième gauche. Hein. Et ce trépied-là commence à s'éloigner de très très loin de son isobaroïcentre. Et donc ça fait que l'aile, disons Macron, pour pas dire que c'est l'aile Valls, indique quelque chose de tout à fait respectable sur les questions économiques, une vision, des propositions, une politique. Et on sent bien que tout ce qui était les frondeurs sont plutôt, effectivement, vous l'avez indiqué très pertinemment, incarnés par Martine Aubry, une politique plus sociale, peut-être plus traditionnelle, notamment en termes de droit du travail, notamment en termes d'aide par rapport aux entreprises, notamment en termes de protection sociale et de vision du service public. Donc vous voyez, il y a... Mais quand même, c'est des sujets qui tournent autour de 10 milliards, 20 milliards, sur un budget qui dépasse les 300, hors pension et hors emprunt. Et donc, il doit y avoir des possibilités quand même de trouver des équilibres
entre des gens qui sont quand même dans le même parti, au sein du Parti socialiste. Mais justement, il n'y arrive pas, ça vous inquiète? Oui, bien Ça sûr, vous inquiète? bien sûr. Est-ce que ça va pouvoir continuer comme ça jusqu'à et 2017? nous, les écologistes, nous sommes sortis du gouvernement en avril. Nous avons choisi de ne pas y re-rentrer dans le dernier remaniement et moi-même aussi. Vous l'avez regretté, vous, personnellement? Non, mais c'est la sortie que j'ai regrettée, parce que ça n'avait pas beaucoup de sens. Après, re-rentrer, c'est plus compliqué. Vous savez, c'est comme dans tout dans la vie, quand on a décidé de partir, c'est difficile de revenir. Mais c'est un autre problème. Je pense que pour l'année qui vient, au-delà même de ce budget qui arrive, et moi j'ai l'occasion de le dire avec les collègues parlementaires écologistes, nous ne sommes pas satisfaits, et donc nous allons nous abstenir. Bon, c'est une fin de séquence quelque part pour moi, parce que je souhaite vraiment qu'il y ait un troisième temps à un moment du quinquennat, et je le répète, j'exhorte le président de la République à renouer les fils du dialogue, non pas seulement avec son Premier ministre, ils travaillent ensemble et c'est très bien, mais aussi avec la gauche qu'incarne Martine Aubry, et je le dis, la gauche écologiste aussi, que j'incarne avec Cécile Duflot. Voilà, il faut qu'on retrouve les éléments de l'unité et du rassemblement qui ont fait la victoire de 2012. Est-ce qu'on peut vous demander de préciser un peu les choses? Parce que les écolos sont partis du gouvernement, vous-même vous souhaitez rester, et vous vous êtes abstenu cette semaine sur le budget. Est-ce que vous êtes dedans ou est-ce que vous êtes dehors? Nous sommes dans une position, d'ailleurs, votre question amène à une réponse franche, dans une position qui est aussi inconfortable que l'est la situation de la majorité. Parce que, d'évidence, et moi je fais partie de cela, je suis dans la majorité présidentielle. Moi je souhaite la réussite du quinquennat de François Hollande. Depuis 3 ans, et je le dis, c'est pas que Manuel Valls. J'avais aussi, et j'ai aussi, et j'aurai aussi de très bonnes relations avec Jean-Marc Ayrault. C'est la politique qui est menée depuis 3 ans. Voilà. Je veux pas distinguer les uns et les autres, même si je comprends le sens des questions. Mais ça va pas dans le bon sens. Ça va pas. Là, il y a eu un élément positif, c'est la loi de transition énergétique grâce à Ségolène Royal. Donc là, c'est un élément positif. On peut s'appuyer, nous les écologistes, pour dire, bon, cette majorité fait quand même des choses satisfaisantes. Nous sommes aussi sur les questions sociales. Et c'est vrai que là, pour le coup, nous avons des convergences de vues sur les questions sociales et sur aussi les questions de financement des collectivités locales, parce qu'il y a beaucoup d'élus, des présidents de conseils généraux, des présidents de régions qui s'inquiètent aujourd'hui de la rigueur qui s'abat sur ces collectivités locales. Je le rappelle, c'est 75% d'investissement dans notre pays. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets de mécontentement et il y a une idée quand même qui s'installe, c'est que le financement du crédit d'impôt compétitivité emploi, il y a un équilibre à trouver. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur ce qui était, par exemple, le crédit d'impôt recherche et le fortifier autour de l'apprentissage et autour de l'argent pour les entreprises qui investissent et qui embauchent, enfin, et même prioriser aussi quelques secteurs à l'exportation. Arnaud Montebourg avait fait 34 filières d'excellence. Bon, moi j'avais eu à l'époque un mot un peu cruel, j'avais dit quand il y a 34 filières, il y en a 0. Je sais qu'Emmanuel Macron travaille sur 7-10 filières de priorisation. Donc il faut prioriser, parce que justement l'argent est rare. Et là, il y a un déséquilibre de cette politique entre entreprises, sociales, ménages, collectivités locales et écologie. Vous voyez, c'est ces 4 éléments-là qu'il faut rééquilibrer. Et le président de la République, dans un discours commémoratif cette semaine, a rappelé que c'était un homme de synthèse et que la synthèse était importante. Donc je le répète, j'exhorte le président de la République à retrouver ses propres qualités, la question de la synthèse, à réussir à unir et rassembler la majorité pour préparer l'année qui vient de façon plus équilibrée, plus unitaire, plus rassembleuse. Il aura du mal à faire la synthèse. Par exemple, je prends l'exemple de son ami. C'était son ami, en tous les cas, monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, qui se déclarait jusqu'à maintenant tout à fait hollandais. Il vient de dire que sur le chômage, bah oui, c'est vrai, le gouvernement essuie un échec. Il emploie le mot de échec, alors que pendant toute l'année 2013, on nous a dit, c'est-à-dire le président lui-même, le président Hollande nous a dit qu'il allait inverser la courbe du chômage. Donc là, on voit effectivement qu'il y a un échec. Son ministre le dit. Ça va être très dur pour le président de faire la synthèse, parce qu'on a quand même l'impression que tous ses amis le quittent un petit peu. Je sais bien qu'il a pris un point dans les sondages. Il est passé de 13 à 14, nous dit le JDD. Oui, bon, pas ironique. C'est un petit peu ironique. Enfin, il y a également moins de mécontents, je crois qu'ils sont passés de 84 à 82, si j'ai bien lu le journal. Bon, écoutez, c'est pas à moi d'être ironique, je constate, voilà, je vous donne les chiffres. Enfin, donc vous me parlez d'esprit de synthèse. Monsieur Bayrou, qui était tout à l'heure, il y a 1 heure sur France, sur Europe 1, disait que pour lui, ça n'irait pas jusqu'à 2017. Ça pouvait pas aller, ça allait éclater avant.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que François Bayrou, je ne sais pas d'ailleurs si je dois dire souhaite la dissolution, mais je sais qu'il pronostique la dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que pour moi, il y a la nécessité de retrouver un temps de discussion avec les Françaises et les Français. Et j'ai proposé, pour ma part, qu'il y ait plutôt ce temps sur les réformes institutionnelles. Vous savez que c'est mon cheval de bataille. J'en avais parlé au président de la République avant l'été. Je pense qu'il faut travailler avec tous les démocrates, les humanistes, les républicains sur cette question. Essayer de voir... c'était une phrase d'ailleurs de Valéry Giscard d'Estaing qui disait « Il faut unir 2 Français sur 3 » pour celles et ceux qui se souviennent de cet ouvrage. Et pour ma part, sur les questions économiques et sociales, on a des clivages évidemment avec les centristes, mais sur les questions des institutions, le Parlement, la démocratie sociale, l'indépendance de la justice, il y a beaucoup de convergences. Donc je préfère ce temps-là. Après, François Bayrou dit la dissolution. J'ai un peu tendance à penser qu'il la souhaite, parce que j'ai l'impression qu'il souhaite une cohabitation. Et je crois d'ailleurs qu'il a déclaré... Pourquoi il souhaite une cohabitation? Il va pas être Premier ministre. Non, mais j'ai l'impression qu'il souhaiterait, pour y compris peut-être se mettre en contrepoint par rapport à une cohabitation, qu'il y ait une espèce de cohabitation Hollande-Sarkozy, parce que je trouve que pas son acharnement, mais sa préoccupation pour la dissolution est très répétée. Voilà, donc ce sentiment-là. Après, quand on a dit ça, je pense que, très sincèrement, la dissolution pour le pouvoir en place serait suicidaire. Serait suicidaire, mais vous voyez bien que, que ses amis ont l'air de le lâcher. Enfin, Valls, il se pose comme candidat potentiel un jour pour la présidence. Rebsamen dit, bah voilà, on est en échec. Comment il va faire pour faire la synthèse? C'est possible? Le président, dans le quinquennat, c'est le seul qui, par définition, est le maître du temps. Il est le maître du temps et il est le seul à être certain de faire, a priori, tout le quinquennat. Donc, après, le Premier ministre, c'est pas sûr. Les ministres, c'est pas sûr. Et à part, d'ailleurs, les sénateurs qui ne peuvent pas être dissous, ce qui est la différence, notamment avec l'Assemblée nationale, le président, il est là. Et moi, j'appelle à la responsabilité toutes celles et tous ceux au gouvernement qui, matin, midi et soir, passent, excusez-moi, sur les antennes de vos radios, de vos télévisions, notamment les chaînes infos, et puis débitent un peu leur avis, leurs sentiments. Enfin, bon, le ministre, vraiment, qu'il évite de raconter ses avis et ses sentiments et qu'il se concentre sur son action. Vous auriez préféré Rebsamen ne dise pas ça? Ah, mais moi, François Rebsamen, c'est vraiment un très bon ami. Il était président du groupe au Sénat socialiste et on a travaillé très très bien. Ses sorties sur les chômeurs, ses sorties sur les réformes du droit du travail, il faut vraiment qu'il arrête. Parce que si le droit du travail, c'était ça le problème dans ce pays, peut-être que la droite l'aurait réformé pendant 10 ans. On n'est pas obligé de faire ce que la droite n'a pas fait pendant 10 ans. Voilà, on est quand même une majorité de gauche. Emmanuel Macron a lancé aussi des idées qui se concentrent sur l'économie, qui se concentrent sur l'action. Quand je vois la difficulté qu'on a de la discussion avec l'Europe, ça a été encore très récemment, Michel Sapin lui-même, qui se concentrent tous. Voilà. Et je vais le dire aussi, c'est valable pour les écologistes, pour moi-même, parce que j'ai aussi peut-être, comme d'autres, contribué à ce qu'on aille peut-être plutôt sur les différenciations que sur les convergences. J'entends aussi ce qui a été dit par les uns et les autres du Parti socialiste, qui aussi ont l'air de préparer autre chose que de s'occuper du quinquennat de François Hollande. Moi, vraiment, et je me le dis à moi-même déjà, ce qui n'est pas rien, je le dis à mes propres amis écologistes, et il faut le dire à l'ensemble de la majorité, et même d'ailleurs à l'opposition, le climat est tellement mauvais que concentrons-nous sur les actions, sur les propositions critiques quand on est dans l'opposition, mais essayons de retrouver quand même des choses simples. Et pour le coup, évidemment, de la conclusion de ce que je viens de dire, qui fait un peu sermon du dimanche matin, eh bien, ça ne peut être que le président de la République, je le répète, assume ses responsabilités et rééquilibre sa majorité, parce que là, ça ne va pas dans le bon sens. On a bien compris que vous n'êtes pas dehors, vous êtes dans l'exhortation. Et là, je le dis, je ne veux surtout pas être dans l'opposition, parce qu'il y a un moment, attention. Enfin, pour le budget, vous allez quand même vous abstenir, ce qui est quand même un signe presque d'opposition. C'est un signe. Vous mettez le président dans l'embarras. C'est un signe qui, par définition, c'est un signe qui n'est pas, qui est évidemment, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui n'est pas un signe de confiance, mais qui n'est pas un signe de défiance, parce que nombre de militants, d'observateurs souhaiteraient même qu'effectivement on s'oppose.
qu'on vote contre. Mais là, je le dis très clairement, il en est hors de question. Et si Bruxelles parce nous que demande de le retoquer, notre ce budget objectif, je n'ai pas l'impression que ça soit le cas, parce que des informations que j'ai, y compris très sérieuses, comme on dit, depuis vendredi soir, ça devrait aller. Ce ne sont pas des montants très significatifs. Il y aura peut-être des rééquilibrages, parce qu'il y a évidemment toute une mécanique tout à la fois technique, j'ai envie de dire technocratique et politique, qui fait qu'il y aura peut-être quelques mouvements, mais qui ne touchent pas aux éléments fondamentaux de ce budget, et que d'ailleurs nous n'approuvons pas. Mais je peux aussi vous dire les choses, c'est que notamment le budget de l'écologie. Alors on va en parler, Oui. Mais on va aller un peu plus vite parce qu'on a encore beaucoup de questions, Jean-Vincent Placé. Vous savez, je réussirai à y revenir, je préfère vous le dire. Absolument. Alors on vous prête une grande sympathie pour Ségolène Royal, au point d'ailleurs que François Hollande même pas une sympathie, une estime. Une estime et une sympathie. Comment vous jugez la politique de la nouvelle ministre de l'écologie? L'écotaxe a été supprimée, mais en même temps, il y a cette décision sur les péages d'autoroute qui a été taclée par le Premier ministre. Quel jugement vous portez? Je vous remercie de cette question, parce que ça permet de remettre en perspective les sujets. On ne peut pas mettre sur le même plan la proposition qui est faite sur les histoires d'autoroute du dimanche et la loi de transition énergétique. Je comprends que dans le flux médiatique, tout vaut tout, mais non, tout ne vaut pas tout. C'est une proposition qui peut être débattue. De ce que Ségolène Royal m'a dit très précisément, elle m'a dit, les autoroutes, et c'est vrai, tout le monde est d'accord, et ça permet d'ailleurs d'attirer l'attention là-dessus. Les concessionnaires, moi je le dis, se sont gavés depuis 10 ans les milliards de bénéfices. Plus personne fait des bénéfices, sauf ceux qui n'ont pas grand-chose à faire, à peine entretenir les autoroutes et faire en sorte que gling à chaque fois qu'on passe, on paye. Enfin, vous trouvez ça normal? Les conditions de la privatisation de 2005 sont scandaleuses. On devrait même faire une commission d'enquête pour Non, mais vous êtes d'accord avec sa proposition? Alors, donc il y a trop de bénéfices. Donc après, on nous dit, Michel Sapin, de façon d'ailleurs très technocratique, on a l'impression que c'est le directeur du budget, nous dit, ou directeur des ressources juridiques, des affaires juridiques du ministère, dit, on peut pas toucher au contrat, il est blindé. Donc il se gaffe comme c'est pas permis, le contrat on peut pas y toucher. Ségolène Royal, elle est volontariste, elle essaie de faire des propositions. Donc elle essaye de dire comment on peut faire un prélèvement exceptionnel. Et puis à un moment, parce que Ségolène Royal, elle a tout à la fois des idées très innovatrices et tout à la fois est attachée à ce que les Françaises et les Français soutiennent les mesures. C'est essayer de trouver une idée pour dire tiens, le dimanche, on va baisser les prix. Bon, voilà, de toute façon, c'est une idée qui a été lancée. J'ai l'impression que c'était clos par le débat et notamment par le Premier ministre. C'est pas un sujet fondamental. Ce qui est fondamental, c'est la loi de transition énergétique. Je ne refais pas un long développement parce que ce n'est pas ce que vous attendez. J'ai eu l'occasion de le faire depuis plusieurs semaines, mais c'est vraiment une très grande loi qui emmène de 75 à 50% la production d'électricité par voie nucléaire. C'est la première fois que nous, les écologistes, nous avons gain de cause depuis 40 ans. 1, il y a une loi alors qu'il n'y en a jamais eu. 2, ça va vers la réduction du nucléaire. 3, vers l'augmentation du renouvelable. 4, vers la diminution de la consommation énergétique. Alors après, on peut chipoter toujours, mais pour le coup, les écologistes, et d'ailleurs je salue l'ensemble du groupe, Cécile Duflot en tête, et qui ont approuvé cette loi. Alors j'enchaîne si vous permettez. Une phrase sur l'écotaxe. C'est franchement, vraiment, j'apprécie beaucoup Jean-Marc Ayrault. C'est Jean-Marc Ayrault qui a arrêté l'écotaxe, c'est pas Ségolène Royal. Arrêtons de... Voilà, elle se retrouve avec le bébé, si j'ose dire, un an plus tard. Des décisions étaient prises, mais ces décisions sont celles aussi du Premier ministre et du Président de la République. Donc moi, vraiment, vous savez, il y a un élément très positif, c'est la loi de transition énergétique. On avait dit que c'était la loi phare du quinquennat pour nous, les écologistes, et je suis très heureux qu'elle ait été votée. Et je tiens à resaluer aujourd'hui le volontarisme et le professionnalisme même de Ségolène Royal. Alors, ça ne peut pas faire de mal d'être professionnel quand on fait la politique. J'enchaîne sur le gaz de schiste, parce qu'on comprend bien que vous soyez contre, puisque toutes les garanties ne sont pas prises sur le plan de la technique, mais vous êtes contre le principe, alors que les Américains se sont relevés économiquement en exploitant le gaz de schiste. On vit une crise assez grave, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous pensez pas que tôt ou tard on y viendra? Mais c'est pas que le sujet environnemental, il est très important, c'est bien sûr, parce que ça affecte les nappes phréatiques de notre pays, ça affecte l'environnement, il faut faire des routes grand gabarit pour acheminer ce gaz en question. Mais on ne peut pas, excusez-moi, comparer les États-Unis et la France, pour une raison très simple, c'est la densité de population.
Nos amis polonais ont essayé de se lancer dans le gaz de schiste. Ils ont vu même pas les ennuis, la catastrophe environnementale et économique, parce qu'il faut avoir un territoire très particulier, très étendu, avec un réseau de producteurs. Il faut que tous les 2 kilomètres, il y ait un puits. Tous les 2 kilomètres, il y a un puits. Et la différence entre les États-Unis et la France, c'est une chose très simple. Il y a 5 habitants par kilomètre carré aux États-Unis. Chez nous, il y en a 110. Voilà, c'est tout. Donc, si vous voulez qu'en Seine-et-Marne, toutes les deux bornes, il y ait un puits et qu'il y ait des camions qui, en enfilade, de façon permanente, sortent le gaz en progressant au fur et à mesure qu'on le fait exploser dans le sous-sol à 3-4 km, c'est pas sérieux. Et y compris, je vous le dis, c'est parce que je fais toujours argumentation environnementale, parce que je suis écologiste, bon, ça touche pas toujours, bon, il faut le dire. Après, l'argumentation économique, les rendements d'échelle, ça ne peut marcher qu'à très très grande échelle. Et je vous le dis très clairement, en France, ça pourrait faire peut-être 2, 3, 4, 5 ans, mais ensuite l'économie d'échelle, cela s'effondrerait en termes de rentabilité. Donc vraiment, à tout point de vue, ça n'a aucun sens. Et j'ai toujours plaisir à rappeler que ce n'est pas nous, les écologistes, ni même François Hollande qui avons interdit le gaz de schiste dans ce pays, c'est Copé, Fillon et Sarkozy en 2011. C'est une loi Fillon-Sarkozy de juillet 2011. On a bien compris pour le gaz de schiste, oui. Vous êtes contre. Je voudrais passer à un sujet tout à fait différent. À Calais, vous savez qu'il y a des gros problèmes avec les immigrés illégaux qui rêvent tous d'aller en Angleterre. Alors tout ça, ça génère de la violence parce que voilà, ils sont très nombreux à vouloir passer, à s'infiltrer dans les camions. Ça génère de la délinquance. Marine Le Pen a fait entendre sa voix. Elle dit que le gouvernement ne fait rien. Est-ce que c'est vrai ? De ce que je sais, non, au contraire, le gouvernement est d'ailleurs assez actif sur les territoires nationaux par rapport... Qu'est-ce qu'il faut pour régler ce problème de Calais ? Mais c'est pas à Calais qu'on va régler le problème de l'immigration clandestine. C'est un problème très très global et c'est donc pas non plus en s'attaquant à Schengen qu'on va résoudre les problèmes. Évidemment, quand nous on dit ça... Schengen comme le propose Nicolas Sarkozy, oui. Alors qu'est-ce que c'est alors ? Quand nous les écologistes on dit ça, on nous prend pour des doux rêveurs, des dangereux... naïf, l'immigration, elle va pas s'arrêter comme ça. On voit bien la situation de développement ou de sous-développement aux frontières de l'Union européenne. Malheureusement, je crois qu'il ne s'agit pas de l'arrêter, mais de la maîtriser. C'est ce qu'on nous dit. Mais moi, je suis pour la maîtrise de l'immigration, donc je suis pas. Xavier Bertrand propose un référendum. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec son référendum ? Mais moi, ils me font rire tous ces gens-là, ou même, ils me font même pleurer. En réalité, ils ont été 10 ans au pouvoir de 2002 à 2012. Ils n'ont pas réglé le problème. Jamais une idée sur le sujet. Alors on va me dire, vous faites pas grand-chose. Je lui dis, mais nous on dit la vérité, c'est très difficile. On a vu quand ça s'est passé avec la crise des pays des printemps arabes, à Lampedusa, où il a fallu prendre des mesures un peu caricaturales à Vintimille pour bloquer les frontières. Mais comment voulez-vous bloquer les frontières ? Qu'est-ce que c'est le point de vue, la position des Verts ? Mais la position des Verts, c'est qu'il faut évidemment améliorer Schengen. Il y a une agence qui, de mémoire, doit s'appeler Frontex, mais alors je suis pas sûr, parce que je ne pensais pas que vous m'interrogez sur Calais. Frontex, oui, c'est ça, c'est Frontex, qui a des moyens extrêmement faibles et on demande à ce que ces moyens soient assurés parce que Schengen, il faut respecter... la police aux frontières. Exactement. Quand on me dit vous êtes des dangereux naïfs, souvent je dis non, nous sommes pour une politique européenne, aux frontières européennes. Et évidemment, il y a des pays plus friables que d'autres. Donc sans revenir au blocus continental de l'empereur Napoléon qui a été institué en 1806, c'était déjà friable à l'époque. Et à l'époque, c'était juste pour les biens venus du royaume d'Angleterre. Et là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est avoir une politique européenne, une politique de développement, parce que quand on dit ça, c'est pareil, c'est vraiment, là on se dit, là c'est une générosité déplacée. Il faut avoir une vraie politique de développement vis-à-vis des pays du Sud, faire en sorte qu'au niveau européen, globalement, on ait une politique tout à la fois humaine et tout à la fois extrêmement ferme. Et moi, je le dis aussi à mes propres amis, lorsque tout cela est dans les réglementations européennes et dans les réglementations nationales, il ne faut pas hésiter, évidemment, à appliquer la loi, c'est-à-dire y compris à reconduire aux frontières. Moi, j'assume à cet égard le discours unique avec 2 volets, humanisme et développement, fermeté et respect de la loi. Alors, il y a un sondage ce matin, les changements de nom des partis laissent indifférents plus de 4 Français sur 10. Heureusement. Alors, tout le monde d'ailleurs, on se demande pourquoi les autres s'intéressent à ce sujet, d'ailleurs. Hein. Écoutez, il y a l'UMP, il y a le PS, il y a le FN, et vous n'avez pas envie de changer de nom ? Moi, je suis un grand minoritaire sur cette question, parce que comme vous le savez, moi, je souhaite qu'on assume le fait de faire de la politique. Eh bien, j'ai toujours voulu que le parti s'appelle le Parti écologiste.
Parti écologiste. Voilà. Il y a Parti socialiste, Parti communiste, le Parti écologiste. Et donc, comme souvent, pour ce genre de choses, mes amis pensent que je suis un peu simpliste, eh bien, nous, on a toujours Europe Écologie Les Verts. Voilà. Donc, pour chaque coup, j'imagine qu'on mettra encore plus de mots pour le nom du parti. Sérieusement, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui fasse la différence. À gauche, il y a une tradition d'indiquer quel est son message principal. Et à droite, je pourrais dire méchamment que généralement, on essaye d'échapper aux affaires régulièrement en changeant le nom de son parti. Parce que je rappelle quand même, parce qu'aujourd'hui, je vois qu'on revisite les uns et les autres dans des périodes récentes. Mais enfin, le RPR, si le RPR a changé de nom, c'est parce que le président Chirac, et j'ai beaucoup de respect pour lui, et je pense à lui notamment pour la santé, eh bien, à l'époque, ils ont quand même voulu faire oublier toutes les turpitudes de la mairie de Paris. Voilà. Alors, on va terminer avec une ou deux questions sur ces djihadistes qui ont sévi cette semaine au Canada, à New York également. Il y a eu un attentat à Jérusalem. À chaque fois, apparemment, il s'agit d'hommes seuls. Vous croyez, vous, aux loups solitaires dans ce domaine-là ? Il y en a. Moi, j'ai pas de doctrine générale ou de vision globale. On n'a pas peu d'études sur le sujet. Je crois qu'il faut surtout combattre avec détermination tous ces fous. Voilà, moi, je les confonds pas. Ce qu'on me dit à un moment, c'est l'État. Il faut faire attention d'ailleurs à ce qu'on dit dans la période. C'est l'État islamique. Pour moi, c'est pas un État, et ce sont pas particulièrement des gens qui sont dans l'islam, parce que s'ils étaient vraiment dans l'islam, ils seraient beaucoup plus respectueux et généreux dans leur façon de faire. Et on voit bien que ce sont des fous, des barbares, et qu'il faut les combattre partout. Donc au Moyen-Orient, bien sûr, et puis évidemment chez nous, parce que. Et quand ils reviennent, justement, il faut légiférer pour essayer de les contenir. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, j'avais dénoncé sous Sarkozy le fait qu'à chaque fois qu'on avait un problème de ce type-là, on faisait une loi. Enfin, sincèrement, Nadège Buljac, si à chaque fois qu'on fait une loi, on règle les problèmes, ça se saurait. C'est une affaire de moyens. Moi, je préférais qu'au lieu de faire des lois, je l'ai dit, j'ai été jusqu'à très peu, là maintenant je suis à la Commission des Affaires étrangères du Sénat, j'étais le rapporteur du budget de la police et de la gendarmerie. Moi, j'ai plaidé pour l'accroissement des crédits de la police et de la gendarmerie, et en particulier du renseignement. On est en train de reculer énormément sur le renseignement à l'extérieur et à l'intérieur pour la sécurité du territoire. Donc c'est ça la réalité, je vais vous le dire. Il faut remettre des moyens pour notre sécurité, et particulièrement sur le renseignement, c'est extrêmement important, et être d'une sévérité absolue. Alors là, vous voyez, moi, il n'y a pas de magnanimité, c'est la sévérité absolue. Jean-Vincent Placé, sénateur de l'Essonne, président du groupe écologiste au Sénat. Je signale que vous allez le 13 novembre à Auschwitz avec le grand rabbin de France, Haïm Corsia, et avec Cécile Duflot. Ce sera, je crois, sa première visite vous êtes, sur ces lieux. Vous êtes très très bien renseigné, et le grand rabbin nous a fait le grand plaisir et le grand honneur de nous proposer d'aller dans ce déplacement extrêmement important que le grand rabbinat fait chaque année. Et je crois que pour des responsables politiques qui sont à un certain niveau, c'est un lieu qu'il faut connaître, c'est un sujet qu'il faut connaître pour bien mesurer l'impact, y compris que ça a eu sur l'histoire du monde dans les années d'après-guerre, et y compris par exemple sur la création de l'État d'Israël et le fait qu'aujourd'hui on ait le souci absolu du respect des religions, des cultures, et de faire en sorte que, et je le dis aussi, de comprendre ce que c'est que la réalité de cette relation de la communauté juive dans le monde avec ce qui s'est passé pendant la Shoah et ce qui a fait aussi en 1947 la création de l'État d'Israël. Merci Jean-Vincent Placé.